Je réalise que la conception de ces créatures géantes, appelées Bigfoot, est un sujet fantastique. Et beaucoup de gens se moquent de cela et n'y croient pas. Mais moi, j'y crois. Je suis convaincu que ces créatures existent. Roger Patterson disait que les créatures géantes et inconnues étaient un sujet fantastique. La plupart des gens en riaient, lui pas. Des décennies plus tard, les chercheurs ont fait passer le film Patterson-Gimlin dans une IA, s'attendant au verdict des sceptiques d'autrefois, un canular. Ce n'est toujours pas ce que la machine a renvoyé. Elle a scanné les images, suivi les mouvements, analysé les séquences par rapport aux signes connus de fabrication. Elle n'a pas dit « Bigfoot confirmé ». Elle n'a pas dit « faux ». Elle a rapporté quelque chose de plus difficile à rejeter. Un sujet réel dans un environnement réel, exécutant un mouvement biologique réel, mais qui ne peut pas être classé comme humain. Pas une preuve, un problème plus profond. Le verdict de l'IA. Tout d'abord, il y eut le mouvement. Image par image, les modèles d'apprentissage automatique ont isolé les mécanismes de locomotion. Balancement des membres, articulation des articulations, rythme des foulées, transfert de la vitesse. Les costumes peuvent tromper l'œil, mais le mouvement les dévoile généralement. Le tissu se regroupe aux articulations. Un interprète compense les coussins, la mauvaise visibilité ou l'instabilité de son équilibre. Les recréations modernes montrent souvent de l'hésitation, de la raideur ou une correction excessive. L'IA n'a détecté aucune de ces caractéristiques. Au lieu de cela, elle a détecté un mouvement fluide et pondéré. Le corps portait une masse naturellement et réagissait à la gravité comme un grand organisme se déplaçant à l'intérieur de sa propre anatomie. Les mécanismes de la foulée suggéraient un sujet plus lourd qu'un humain typique, difficile à simuler de manière convaincante avec des coussins. Ensuite, la cartographie des proportions. Sur les images utilisables, la mesure assistée par IA a suivi les rapports des membres pour vérifier leur cohérence. Les bras semblaient inhabituellement longs, approchant des proportions des jambes au-delà de la plage humaine normale, même en tenant compte de la perspective. Le rembourrage peut changer la silhouette. Les prothèses peuvent ajouter de la portée, mais maintenir une géométrie squelettique apparente cohérente à travers des images en mouvement, sans distorsion ni glissement, est bien plus difficile. Pourtant, les rapports sont restés constants. Pas de proportions changeantes, pas de dérive évidente des prothèses. Comparés aux humains et aux grands singes connus, les parallèles les plus proches semblaient simiesques, mais ne correspondaient toujours à aucune espèce répertoriée de manière nette. Troisièmement, une théorie de canular de longue date prétendait que le costume utilisait du dinel, une fibre de nylon synthétique. La modélisation de la texture et de la réponse à la lumière par l'IA a testé cela directement. Le dinel tend à produire un éclat caractéristique sous la lumière du soleil, changeant selon les angles. Ces signatures ne sont pas apparues. Les poils se comportaient plus comme de la fourrure naturelle. Ils absorbaient la lumière de manière irrégulière, capturaient l'ombre de façon inégale et changèrent de direction avec le mouvement. Plus important encore, ils semblaient se déplacer indépendamment de la structure sous-jacente. Dans de nombreux costumes, la couche extérieure se déplace comme une seule surface, se froissant et s'étirant avec le costume en dessous. Dans ce film, les poils semblent souvent se déplacer sur le corps comme s'ils reposaient sur la peau et les muscles. Puis est apparu l'un des détails les plus controversés, le pied. Sur plusieurs images, les analystes ont noté ce qui ressemble à une fracture mid-tarsienne, un point de flexion au milieu du pied pendant la foulée. Les grands singes peuvent montrer cela. Les humains, en général, non. La locomotion humaine dépend d'un médio-pied relativement rigide. À l'écran, le pied semble se plier là où un pied humain ne le ferait normalement pas. Cela a de l'importance parce qu'en 1967, cela n'était pas une anatomie populaire largement connue. Pour que deux non-scientifiques fabriquent délibérément un trait de médio-pied convaincant ressemblant à celui d'un primate, qui serait scruté des décennies plus tard, cela nécessiterait une prévoyance extraordinaire, ou un sujet dont le pied se déplaçait réellement de cette façon. Cinquièmement, l'environnement. Les chercheurs ont cartographié le terrain visible et l'ont comparé avec Bluff Creek, en Californie. Les lignes d'arbres, les pentes, les contours et les angles d'éclairage correspondaient à l'emplacement et à l'heure rapportée.
les images n'ont pas été tournées sur un plateau. Elles ont été filmées dans un vrai endroit correspondant au récit de Patterson et Gimlin. Puis vint le résumé de la machine. Aucune fabrication numérique ou physique détectée, mouvement réel, environnement réel, sujet réel, sujet non classifiable. La rencontre à Bluff Creek. Le 20 octobre 1967, Roger Patterson et Bob Gimlin étaient à cheval près de Bluff Creek, à la recherche de preuves d'une créature que la plupart des gens considéraient comme du folklore. Ils n'étaient pas des scientifiques, juste des hommes de plein air avec une caméra et une conviction. Devant eux, une grande silhouette droite se déplaçait à travers les arbres. Les estimations la plaçaient à environ 2,13 mètres de hauteur, couverte de poils bruns foncés, avec une démarche lourde et délibérée. À un moment donné, elle sembla se pencher derrière un tronc d'arbre tombé, mais sa taille rendait la dissimulation difficile. Le cheval de Patterson paniqua et se cabra. Il perdit son équilibre, se rattrapa, garda sa caméra 16 mm, se stabilisa et commença à filmer. Il captura 59 secondes. La silhouette, surnommée plus tard Patty, traversa une clairière en marchant de manière mesurée. Elle ne courait pas, ne chargeait pas et ne semblait pas théâtrale. Elle semblait consciente des hommes, mais pas particulièrement effrayée. Des observateurs suggèrent que le sujet pourrait avoir été une femelle en raison de la forme du torse et de la poitrine. Un autre détail qui compliquait les théories simples de costumes de singe. Puis vint le moment décisif. La créature tourna la tête et regarda en arrière. Pas un mouvement frénétique. Un lent et délibéré mouvement de tête vers la caméra, comme pour évaluer les hommes avant de décider de ne pas interagir. Cet instant devint l'image 352, l'image la plus analysée en cryptozoologie. Les partisans comme les sceptiques étudièrent la ligne des épaules, la musculature apparente, le profil du visage. Gimlin aurait voulu suivre. Patterson l'arrêta. Il était sans armes, effrayé, et craignait qu'il n'y ait d'autres créatures à proximité. Ils restèrent sur place, secoués, observant la lisière des arbres après que la silhouette ait disparu. Lorsqu'ils revinrent, ils trouvèrent des traces. De grandes empreintes, d'environ 35 cm de long, profondément enfoncées dans le sol. Ils firent des moulages en plâtre avant que la météo ne les efface. Ces moulages, avec le film, devinrent le centre du débat. Pour les croyants, les empreintes renforçaient le poids, la profondeur et la structure. Pour les sceptiques, elles faisaient partie de l'escroquerie supposée. Quoi qu'il en soit, 59 secondes de film et une série de traces ont divisé l'opinion pendant des générations. La théorie du canular qui ne cessait de se fissurer. Au début des années 2000, l'auteur Greg Long publia « The Making of Bigfoot, The Inside Story », dans lequel il affirmait que le film était un canular élaboré. Son témoin clé était Bob Hieronymus, qui prétendait avoir porté un costume de singe dans les images en échange d'un paiement et avoir joué devant la caméra de Patterson. Il disait que le costume venait du fabricant de costumes Philip Morris et était rembourré pour augmenter la taille du cadre. Cela ressemblait à la confession que les sceptiques attendaient. Morris affirma qu'il avait vendu un costume de gorille pour 435 $, mais aucune facture ni aucun enregistrement de vente ne sont apparus. Morris décrivit un matériau ressemblant au dinel. Hieronymus en décrivit un autre, de la fourrure synthétique mélangée à du cuir de cheval, malodorante et construite différemment. Deux figures clés dans le même canular supposé ne pouvaient pas décrire de manière cohérente le costume. Aucun costume n'a jamais été produit. Aucun fragment n'a été retrouvé. Aucune photo de l'original n'a émergé. Aucun témoin indépendant n'a fermement confirmé la chaîne complète des événements. La narration du canular reposait sur des témoignages, et ces témoignages étaient contradictoires. Puis vinrent les recréations. Des artistes des effets spéciaux et des cinéastes ont essayé à plusieurs reprises de reproduire la silhouette de Patterson-Gimlin en utilisant des matériaux modernes et de meilleures méthodes de fabrication. Le même problème est apparu dès que l'interprète bougeait. Démarche raide, tissu se rassemblant aux articulations, équilibre instable, illusion de fourrure s'effondrant. Même Philip Morris, qui affirmait avoir fabriqué le costume original, créa plus tard une reconstruction. Elle ressemblait à un costume.
Plisse visible. Mauvaise proportion. Mauvais mouvement. S'il avait fabriqué l'original, il ne pouvait pas le refaire de manière convaincante. Au fil du temps, l'explication simple du « homme dans un costume » ne devint pas plus solide. Elle devint de plus en plus fragmentée. Le coût humain. Si le film était un canular, il a payé cher. Patterson et Gimlin ne sont pas devenus riches. Pas de carrière glamour. Ce qui suivit fut le ridicule, la suspicion et des décennies de pression. Patterson fut interrogé immédiatement. Journalistes, sceptiques et chercheurs le poussaient à des contradictions. Il répétait le même récit de base. On dit qu'il a passé un polygraphe. Il n'a jamais publiquement renié son histoire. Puis il tomba malade. Diagnostiqué d'un lymphome de Hodgkin, Patterson passa ses dernières années à lutter contre la maladie. Il mourut en 1972, seulement 5 ans après Bluff Creek, à l'âge de 38 ans. Gimlin porta l'histoire seul. Pendant plus de 50 ans, il donna des interviews, répondit aux accusations, endura le ridicule et maintint essentiellement le même récit. Il n'a pas tiré de grands bénéfices matériels et se retirait souvent de la vie publique pour éviter la stigmatisation. Cela crée un problème pour la théorie du canular. Les faussaires monétisent habituellement. Ils confessent. Ils encaissent la révélation. Patterson et Gimlin n'ont jamais correspondu à ce schéma. S'ils ont menti, ils ont maintenu une tromperie coûteuse et humiliante pendant des décennies, avec peu de retours et aucune confession finale. Ce que le film laisse encore sans réponse. Presque tous les outils d'analyse moderne ont maintenant été appliqués à ces 59 secondes. Modélisation biomécanique, reconstruction de la démarche, imagerie médico-légale numérique, scan haute résolution, interpolation de mouvements, étude de texture, cartographie du terrain et analyse des proportions assistée par IA. Aucun n'a identifié le sujet. La silhouette ne correspond pas parfaitement à un humain dans un costume. Elle ne correspond pas à une espèce de primate connue. Les ratios apparents des membres, les mécanismes de la foulée, la musculature et le comportement du pied échappent à une classification claire. Les tentatives de réplication échouent encore et encore. Les témoignages de canulars se contredisent constamment. Les arguments de réfutation expliquent souvent ce que le film pourrait ne pas être, sans expliquer pleinement ce qu'il est. Cela laisse la possibilité la plus inconfortable. Si le sujet était réel, il n'a pas disparu après 59 secondes. Il est allé dans la forêt. Un primate bipède de 7 pieds impliquerait une population, un territoire, de la nourriture, de l'eau, des schémas de reproduction, des corridors de déplacement. Alors, où sont les autres? Depuis 1967, les humains ont lancé des satellites, déployé des drones thermiques, installé des caméras de sentiers dans la nature et cartographié des endroits reculés. Et pourtant, rien de Bluff Creek n'a été confirmé. Pas de corps, pas de spécimens, pas de capture, pas de classification, pas de réponse finale. Seulement un film de 59 secondes, une ligne d'empreinte et un mystère qui a survécu à des générations de sceptiques. Le Nord-Ouest Pacifique reste assez vaste pour se cacher. Forêts denses, ravins, rivières, terrains escarpés, canopées qui bloquent la visibilité, traces qui disparaissent rapidement, vallées rarement visitées. Si un grand animal intelligent et furtif avait le comportement et l'air de répartition adéquats, ce paysage pourrait le cacher plus longtemps que ce que la plupart des gens aiment admettre. L'IA a fait ce pourquoi elle a été conçue. Elle a mesuré, comparé, rejeté de nombreux signes familiers de fabrication et a confirmé que quelque chose de physique s'est déplacé à travers un endroit réel en 1967. Puis elle s'est arrêtée à la limite de la classification parce que la réponse n'était pas dans sa base de données. Il y avait quelque chose de réel, quelque chose qui, selon l'analyse disponible, ne correspond à aucune catégorie reconnue dans l'enregistrement de la vie que nous pensons connaître. La partie troublante, c'est que cela s'est éloigné. Près de 60 ans plus tard, avec de meilleurs instruments et des algorithmes plus intelligents, nous sommes toujours là où étaient Patterson et Gimlin, à regarder la lisière des arbres, sachant que quelque chose l'a traversé, sans savoir ce qui a disparu au-delà.
Si ces images changent la façon dont vous voyez le film Patterson-Gimlin, alors le mystère a déjà fait ce qu'aucun canular ordinaire ne pourrait faire. La question n'est plus seulement de savoir si le film est faux. La question est de savoir ce qui a traversé Bluff Creek. Et si cela est toujours là-bas.